Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode au micro de l'immobilier. Salut Mathieu. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a reçu une invitée spéciale, donc une notaire, Maryse Lacasse, qui est notaire ici à Magog. Donc, on a parlé avec elle de plusieurs questions que vous nous avez posées. Christian et moi, on a aussi ajouté quelques questions qu'on avait puis qu'on voulait clarifier au sujet des transactions immobilières qu'on a très souvent. Donc, on vous laisse écouter ça. Ouais, bonne écoute. Bonne écoute. Bien, merci Maryse d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Mais merci à vous, le plaisir est pour moi. Donc, tu es notaire depuis plusieurs années à Magog. Oui, tout à fait. Alors, si tu veux te présenter un petit peu pour nos auditeurs. Bien, moi, c'est Maryse Lacasse, je suis notaire depuis 2001, donc ça va faire bientôt 22 ans. Et mon rôle, c'est d'accompagner les gens dans des étapes importantes de leur vie. Puis on intervient en commun avec vous dans ces dossiers-là. Bien, justement, dans le fond, une fois que la vente elle est finale, le courtier inscripteur va transférer le dossier de vente au notaire. Alors, c'est quoi les étapes qu'un notaire va faire à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, c'est sûr que nous, on a beaucoup de vérifications à faire. On va faire la vérification des titres, c'est-à-dire toute la chaîne des transactions qui ont eu lieu par le passé, s'assurer que tout a été en conformité dans le dossier. On va vérifier le certificat de localisation pour s'assurer que tout est conforme également à ce niveau-là et d'aviser les gens, ils s'apprêtent à acheter quoi? Est-ce qu'il y a un droit de passage? Est-ce que la cour est en commun avec le voisin? Des choses comme ça. Et on va également vérifier toute la partie des taxes foncières parce que les taxes foncières sont reliées à l'immeuble et non à la personne. Fait que si notre vendeur, ses taxes ne sont pas payées, bien, c'est l'acheteur qui va être responsable si le notaire ne fait pas les vérifications en conséquence. Super. Puis on se fait souvent demander, en fait, les questions qu'on a aujourd'hui, c'est des questions qui nous ont été posées par des auditeurs et ou qu'on se fait poser au quotidien, Christian et moi, dans notre travail, en fait. Puis il y a souvent des gens qui nous disent à quel moment est-ce que je dois transférer ma mise de fonds. Donc, tu nous as parlé des étapes de vérification de ton côté. L'acheteur, quand est-ce qu'il doit transférer ses fonds pour acheter? Est-ce que c'est le jour où est-ce qu'il vient? Non? Non, Okay. les fonds doivent être transférés 72 heures à l'avance. Puis quand on dit 72 heures, c'est que nous, quand on va signer l'acte de vente, il faut que les fonds soient disponibles. Okay. Alors, si la personne nous apporte une traite bancaire, le délai de traitement, il est 72 heures. Un virement, ça va être en 24-48 heures. Donc, c'est pour ça qu'en tant que notaire, compte tenu qu'on ne sait jamais à l'avance si le client va fonctionner par traite bancaire ou par virement, puis c'est personnel à chacun des notaires comment ils veulent fonctionner, la règle, on y va avec un 72 heures. Super. Moi, par une traite bancaire, là, un acheteur ne pourrait pas remettre un chèque personnel quelques jours avant la transaction. Si jamais un acheteur voudrait procéder ainsi pour X, Y, Z raison, mais là, le délai va monter à 10 jours ouvrables parce que c'est le délai de compensation bancaire. Okay. Il n'y a pas personne qui veut se priver de son argent pendant 10 jours. Donc, on fonctionne. Moi, personnellement, là, je fonctionne par virement bancaire. On envoie un coupon. Pareil comme une facture, puis le client fait son transfert. C'est super facile, c'est simple. Oui, puis c'est sécuritaire aussi. Oui, puis nous, en tant que notaire, si on a deux dossiers similaires, avec une mise de fonds similaire, ça nous permet, quand l'argent est viré par cette façon-là, par le coupon de virement, on a le nom de la personne identifié dans notre compte Intros. Fait que si ça vient de Pierre, mais ça m'écrit dépôt par Pierre. Fait que ça m'évite de le confondre avec un autre dossier ou quoi que ce soit. Donc, c'est super sécuritaire. Oui, parce qu'il peut arriver que la mise de fonds soit la même pour différentes personnes. Ou ne serait-ce que tu fais une transaction, un couple de chums, une gang de chums, deux amis qui achètent un immeuble en commun, puis ils font une mise de fonds moitié-moitié. Ah oui, c'est un bon point. Le montant est identique. Fait que là, tu te dis, hey, j'ai pas reçu ton transfert, mais les deux de dire, oui, mais mon transfert, il est fait. Alors, avec cette façon-là, ben, on est en mesure de retracer. Ouais. Parce que des fois, ça l'arrive. Ça m'est arrivé un client, il avait choisi le mauvais fournisseur. Puis l'argent n'a pas transité à la bonne place. Fait qu'on a pu... Tu sais, ça permet aussi de le récupérer, de retracer le paiement, puis d'aller le rechercher là, pour que le client n'ait pas à payer 2 fois. Là. Une autre question qu'on avait eue, là, est-ce que les acheteurs et les vendeurs se rencontrent chez le notaire seulement la journée de la transaction? Les vendeurs-acheteurs, oui,
Mais nous, en tant que notaire, on doit rencontrer l'acheteur préalablement pour lui faire signer ses documents de prêt hypothécaire. Okay. À ce moment-là, moi, je vérifie toujours le certificat de localisation avec l'acheteur. Fait qu'on voit vraiment le topo, si on doit faire des correctifs. Si l'acheteur dit, par exemple, la remise est trop près de la ligne de terrain, il dit, moi, ça ne me dérange pas. Si jamais j'ai une problématique, je dealerai avec plus tard, c'est correct. Mais au moins, il est déjà avisé au moment où on signe le prêt hypothécaire. Puis après ça, il y a la deuxième rencontre avec le vendeur. Puis il y a des cas où les gens ne se verront pas du tout, là, dépendamment des situations. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parfois, quand les gens ne sont pas disponibles, la date, c'est possible de faire tout signer à ce moment-là. Là. Oui. C'est arrivé. Tu vois, la majorité des cas, quand je rencontre l'acheteur, eux autres, tu sais, déjà, c'est difficile de prendre une journée de congé. Ouais. Fait que là, d'en prendre 2, des fois, c'est pas évident. Ouais. Donc, l'acheteur, quand il vient signer son prêt hypothécaire, il a la possibilité de signer tous les documents jusqu'à l'acte de vente. Et par la suite, on va rencontrer le vendeur à la date de prise de possession, qui est la date où la transaction va être finalisée. Fait qu'on le fait en 2 temps, de toute façon, mais l'acheteur a la possibilité de tout signer en un seul rendez-vous. C'est toujours le vendeur qui signe en dernier, normalement? Oui. Oui, parce que quand on fait signer le vendeur, nous, quand on rédige notre acte de vente, on dit le prix de vente est de tel montant, donc quittance, on fait toutes nos déclarations. Alors, quand le vendeur signe, si on dit que le prix est payé, bien, au moment où il signe, lui, il faut qu'on ait l'argent au compte. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est toujours le vendeur qui signe en dernier, parce qu'on va signer le prêt hypothécaire, demander les fonds du prêteur. Par la suite, on peut rencontrer le vendeur. Super. Okay. Ça faisait le tour pour cette question-là. Oui, okay. oui. À moins que je n'avais pas été clair, puis vous voulez avoir une précision, c'est good. J'achète une maison avec mon conjoint et c'est moi qui débourse la mise de fonds. Oui. Est-ce qu'il y a une façon de protéger ma mise de fonds lors de la vente de la maison? Puis en parlant de ça, je pense aussi au fait de... Est-ce qu'il y a une façon de protéger les gens quand on achète la maison, mais pas en part égale? Oui. Si tu veux nous parler de ça un petit peu. Oui, tout à fait. La façon de faire, c'est de prévoir une convention d'indivision qu'on appelle à l'acte de vente. Moi, je l'ai d'emblée, même quand mes clients achètent moitié-moitié. Je vais l'avoir d'emblée parce que ça nous permet de poser la question aux gens. Parce que souvent, ils sont gênés de nous dire on est 1/3, 2/3 ou j'ai mis la mise de fonds au complet. Fait que oui, il y a une façon de se protéger, puis c'est important. Puis il n'y a pas de gêne à le dire au notaire, ma mise de fonds, c'est moi qui ai fait au complet. Parce que c'est toujours mieux de mettre maintenant par écrit quand que ça va bien que 10 ans plus tard que la chicane est prise, puis on s'ostine sur des technicalités. Puis souvent, on n'est pas capable de retracer d'où vient l'argent après 10 ans. Là. Et les gens ne gardent pas leurs traces. Non. Donc, en le mettant à l'acte de vente, là, ça permet de tout établir les conditions particulières. Parce que peu importe le notaire qui ferait la transaction, il verrait que si l'acheteur avait un des acheteurs avait mis, mettons, 50 000 lui, il recevrait à la vente un minimum de 50 000 plus le reste de l'équité. Puis moi, de la façon dont je fonctionne, je n'écrirai pas dans mon acte de vente « Pierre a mis la mise de fonds de 50 000 Okay. La convention va être rédigée de façon, en termes généraux, mais on va référer aux documents signés entre les parties. Ah bon? Donc, quand on reçoit les acheteurs, on a le détail. Fait qu'il va signer sa mise de fonds. Et sur ce document-là, je vais l'indiquer parce que ça demeure confidentiel entre Pierre et Mélanie. Ouais. Fait que, parce que l'acte de vente, il est enregistré dans son en totalité au registre foncier. Fait que, tu sais, ça te tente public. Pas... Pour ceux qui ne savent pas, là, on a accès à ces documents-là. Puis, tu sais, ça ne tente pas nécessairement que le voisin s'en aille voir qui a mis la mise de fonds et à quel montant. Pas nécessaire. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Tu veux garder une intimité, puis c'est correct. Mais avec votre notaire, il n'y a pas de gêne à le mentionner. Donc, on le fait par documents qui vont être connexes à l'acte de vente et qui est toujours facile à retracer parce que le notaire doit garder une copie de tous les documents qu'il fait signer. Fait que si jamais les parties perdent la feuille en question, bien, on a toujours l'original dans notre dossier. Là. OK. Puis pour ceux qui connaissent un peu moins le terme d'indivision, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mettre de façon imagée, là. Vous achetez 50-50, mais on ne peut pas dire que monsieur il est propriétaire du sous-sol puis que madame est propriétaire de la cuisine. Okay? En indivision, c'est que chacun est propriétaire dans la totalité, mais dans une proportion. Fait que c'est tout simplement, c'est une globalité en indivision. Donc, chacun a sa part à lui, mais chacun est responsable de la totalité au niveau de la propriété. Puis est-ce que ça voudrait dire que, mettons, un conjoint ou un ex-conjoint, à un moment donné, ne pourrait pas vendre sa part à quelqu'un d'autre sans le consentement de...
Non, il y a des personne, règles. ouais. Il y a des règles. Puis oui, il y a des moyens de... Tu sais, on peut publier un avis d'adresse qui permet de retirer... Tu sais, si OK. jamais il y a un petit coup bas qui se fait, de dire qu'on vend sans aviser notre couple. Tu sais, on parle de conjoint, là, mais ça peut être copropriétaire. Ouais, aussi. Amis, Ouais. partner. Oui. Souvent, en pratique, quand le couple achète, mais quand c'est un couple qui achète, souvent, on ne publiera pas d'avis d'adresse parce que s'il y a un document qui est acheminé, bien, vous restez à la même adresse. Fait que, tu sais, l'autre va le savoir. Ouais. Mais quand tu achètes avec ton chum de gars, ou un frère, une soeur, peu importe, là, quelqu'un qui n'est pas ton conjoint, bien, c'est important, l'avis d'adresse, pour être capable d'aviser s'il n'y a pas une hypothèque légale du ministère du Revenu ou qui a vendu à un étranger. Puis là, tu te ramasses copropriétaire avec quelqu'un que tu n'as pas choisi. Non. Tu sais, c'est pas l'idéal, là. Mais tantôt, quand on parlait d'indivision, là, de mise de fonds, là, souvent, l'exemple que je vais donner, la convention d'indivision va prévoir le maintenant, le jour 1 de la signature, et pour le futur aussi. Si jamais vous êtes propriétaire 50-50, puis qu'il y en a un des deux qui va contribuer au-delà de sa part, mais avec la convention d'indivision, moi, je mentionne que si on veut être remboursé de ce montant-là, il faut le prévoir. Avec l'exemple que je donne, puis là, l'exemple que je donne tout le temps, c'est le fameux spa. OK. Fait que là, Christian, t'es bien fin. C'est la fête de ta blonde. Puis là, tu dis, hey, moi, je fais un cadeau, j'y achète un spa, on met ça à la maison. Puis là, 5 ans plus tard, vous vous séparez. Mais on n'a pas de document écrit. Fait que là, de Christian, tu dis, ben là, moi, le spa, là, il a coûté 10 000. Fait que Marie-Claude, tu m'en dois la moitié. Fait que tu me dois 5 000. Si ça n'a pas été convenu au moment où le spa a été installé, moi, dans ma convention, ça dit d'emblée que c'est un don. Fait que le cadeau que tu fais parce que tu l'aimes bien ne viendra pas un prêt ou une avance au moment de la séparation ou d'une discorde. Fait que la convention, quand je disais, elle est faite en généralité, mais on va venir prévoir aussi le futur pour protéger dans l'évolution de la relation puis de la détention de la propriété. Super. Good. Peux-tu y aller? Je pense que c'est à toi. Bon, ben une autre question qu'on avait, c'est je suis au courant qu'en achetant une maison, il y a la taxe de bienvenue. Ben, on la surnomme taxe de bienvenue, mais c'est la taxe de mutation. Oui. Est-ce que c'est payé directement chez le notaire, ça? Non, pas du tout. Quand les gens vont venir signer chez le notaire, ils vont connaître leur montant, mais ils vont recevoir la facture éventuellement par la municipalité. Puis à partir du moment où ils vont la recevoir, ils ont 1 mois pour la payer et c'est un seul paiement. Si le client veut l'échelonner, bien, il y aura des frais avec la municipalité, tout simplement. Mais comme je dis aux gens, le délai de transmission, ça dépend d'une municipalité à l'autre. Avant la pandémie, si on prend Offord, par exemple, ça pouvait prendre 3-4 jours, puis les gens recevaient leur compte de... Oui. Tu déménages, puis tu as le compte dans ta boîte aux lettres. C'était pas le fun. Puis il y a des municipalités où c'était plus long. Ça pouvait prendre de 3 semaines à 4 semaines. Mais comme je dis aux gens, inquiétez-vous pas, ils ne vous oublieront pas. Non, ça se calcule à partir de la réception. Là, la municipalité va le transmettre. Okay. Puis au niveau de la mutation, là, je ne sais pas si tu voulais qu'on parle un peu de la façon de le calculer. Oui, c'est ça, donner une idée aux gens. Là, on calcule ça comment, la taxe de mutation. Ce qui est recommandé, c'est d'aller sur le site de chacune des municipalités pour faire une simulation parce qu'on a les tarifs de base. Puis comme on disait tantôt, là, moi, je garde l'ancienne formulation parce que c'est facile de s'y repérer, mais il y a quelques ajustements là, au niveau des valeurs spécifiques. Mais ceci étant, il y a une portion, la première portion, jusqu'à 52 000 quelques dollars, c'est calculé à 0,5 %. Puis après ça, on a une fourchette de 200 000 qui est taxée à 1 %. Puis au-delà de ça, on va être taxé à 1,5 %. Mais il peut y avoir aussi un pourcentage plus élevé, dépendamment des municipalités. Donc, nous, en tant que notaire, on n'est pas en mesure de connaître toutes les municipalités avec leur taux spécifique. Non. Fait que vous allez sur le site de la municipalité en question, puis ça va vous donner une bonne indice là, du montant qui sera à payer éventuellement. Ce pourcentage-là, il est calculé sur la valeur de la vente de la maison? Sur le plus élevé entre la valeur de transaction et la valeur uniformisée. OK. Alors, si on fait une transaction, l'immeuble vaut 100 000, mais qu'on paie 300 000, on prend 300 000 comme référence. Okay. Puis à l'inverse, on paie en bas de la valeur municipale, mais là, ça sera la valeur municipale qui se appliquera. Super. Ensuite de ça, au niveau des frais de notaire, qui paie ça dans une transaction immobilière? Est-ce que c'est uniquement l'acheteur, uniquement le vendeur, un peu des deux? Bien, ça va tout dépendre des situations. Au niveau de l'acheteur, il aura toujours à payer pour l'achat, fait que le contrat de vente, et le contrat pour son financement hypothécaire à lui. Alors, l'acheteur, il y a toujours la partie prêt
et achat. Et dans le cas du vendeur, si le vendeur n'a pas de prêt hypothécaire, il y aura des frais minimes pour avoir les reçus officiels, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déroger. On ne peut pas se fier sur le compte de taxes que le vendeur il a indiqué, il a payé par chèque numéro un tel. Là. Donc, il y aura un frais minimum pour la vérification des taxes, les certificats officiels. Et s'il y a un prêt hypothécaire, ça sera au vendeur à payer pour la quittance de son hypothèque. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est du cas par cas. T'sais, si le vendeur, sa maison est déjà payée, il n'y aura pas de quittance, mais il y aura les frais pour la vérification des taxes et le certificat de localisation, le cas échéant, à moins que les gens dans l'offre d'achat prévoient autrement. Parce que le principe, le certificat, il est aux frais du vendeur. Ouais. Donc, tout dépendant, qu'est-ce que les parties auront convenu entre elles. Prochaine question, là, c'est plus une question de curiosité de Mathieu et moi, en fait. Là. On voulait savoir à peu près quelles sont les problématiques qui surviennent le plus souvent dans tes transactions. Y a-t-il quelque chose qu'on peut se préparer peut-être là, en tant qu'acheteur ou vendeur? La problématique, là, c'est souvent le certificat qui va nous les soulever et ça va être souvent au niveau de la réglementation municipale. Okay. Parce que dans le temps, on s'entend, il y a une époque où il n'y avait pas de marge de recul. Fait qu'on pouvait se construire là, carrément sur la ligne de terrain. Il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est différent. Donc, le certificat de localisation, c'est lui qui va nous soulever. C'est le document qui va nous soulever ces problématiques-là au niveau des empiètements où on est trop près de la ligne, où on égoutte chez le voisin. Fait que c'est souvent la problématique qu'on va rencontrer ou aussi ce qu'on va voir dans les cas de chalet, les chemins privés. À l'époque, ça faisait juste mentionner, on fait la transaction, puis vous passez sur le chemin, puis les gens circulaient, puis c'est correct. Mais ça prend un acte de servitude si le chemin est privé. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va rencontrer aussi en pratique. Mais tout ça, on va le déceler avant même de faire la transaction. Fait que c'est pour ça, dès qu'on soit le dossier de l'agent d'immeuble, on va faire nos vérifications. Puis si on a un ajustement, un correctif à apporter, les correctifs seront toujours aux frais du vendeur. Parce qu'il doit transférer un immeuble clair, libre de tout droit. Ouais. Fait qu'on va aller faire les démarches. Puis si jamais nos délais sont trop serrés, ne serait-ce qu'on doit faire une servitude de passage sur le chemin, bien, si on veut faire la transaction parce qu'on a un délai qui est quand même assez court puis on veut respecter l'offre d'achat, il y a toujours moyen de prendre l'assurance titre qui va couvrir en attendant qu'on ait cherché le correctif définitif. À la municipalité c'est ça. Ou avec un voisin. Oui, parce que des fois, on peut avoir... si on dit que ça nous prend une marge, il faut que le bâtiment soit en retrait de 6 mètres, puis on a 4 mètres, par exemple. Mais oui, on a des démarches à faire avec la municipalité, il faut que ça passe au conseil municipal, puis préalablement à ça, ça prend le comité consultatif en urbanisme et tout. Fait qu'on a des délais. Fait qu'on n'a pas le choix. Fait qu'on va prendre l'assurance titre qui va protéger l'acheteur, puis après ça, on va faire les démarches avec la municipalité, puis on va régulariser le tout. Fait que quand l'acheteur va revendre éventuellement, mais il n'y aura plus de problématique. Excuse-moi, mais je l'ai dit, c'est parce que dans notre dernier épisode, c'est ça qu'on parlait de comment un vendeur pouvait se préparer à la vente de sa maison, puis on leur disait de commander un certificat de localisation le plus tôt possible. Donc, tu viens comme confirmer que le plus tôt on a le certificat de localisation, le plus vite on peut prendre action pour régler certaines problématiques, puis qu'on ne se retrouve pas là, à ton bureau. C'est ça. Si on a un certificat qui a 5 ans, puis on a besoin d'un nouveau pour X raisons, parce qu'il a installé une piscine, un garage, une remise, peu importe. On peut quand même avoir une bonne idée avec ça. Mais si on a un vieux certificat, je fais toujours en référence, quand on prend des certificats de 1970, c'est à 2 pages, puis ça comprend quasiment le plan. Puis là, aujourd'hui, on a 10 pages plus un plan. Parce que dans toute profession, la réglementation est toujours augmentée parce qu'on a des problématiques. Donc, on va venir essayer de régler ces problèmes-là. Fait qu'on a plus de vérifications à faire. Fait que, dépendamment de l'âge du certificat, s'il est récent, on a une bonne idée. Puis s'il est trop vieux, mais c'est le point de départ parce que le certificat va servir pour les bâtiments sur le terrain. Fait que, ça nous donne une bonne photo. Puis après ça, on est en mesure là, d'aviser les gens au niveau de qu'est-ce qu'ils ont à vérifier et à faire attention. Super. J'ai une question par rapport à ça. Dis-moi si tu veux t'embarquer là-dedans. Sois bien à l'aise. J'ai un vendeur, en fait, là, à qui on a conclu une transaction. Puis, la date de signature de l'acte de vente, la date de prise de possession était 6 mois plus tard. Pour lui, c'était une grande peur que les acheteurs changent d'idée
et ou ne se présente pas chez le notaire. On parle de problématiques. Est-ce que c'est le genre de choses que tu as déjà vécu? Oui. Oui, puis c'est... Tu sais, quand les gens, ça l'arrive, là, qui font leur signature d'offre d'achat en septembre, puis c'est une prise de possession en juillet suivant, il n'y a pas d'inquiétude. À partir du moment où l'offre est signée, puis que toutes les conditions sont rencontrées, l'offre est finale. Tu sais, comme je dis aux gens, vous n'avez pas le choix de signer. S'ils se présentent à mon bureau et qu'ils ne veulent pas signer, bien, je ne peux pas les obliger, sauf qu'il y a des mécanismes pour protéger les deux parties. Fait que ce soit l'acheteur ou le vendeur qui refuse de signer, on peut régulariser avec un acte, un jugement en passation de titre. Oui, c'est une requête à faire au tribunal, mais cette requête-là peut être enclenchée par le notaire parce qu'à la base, c'est pas litigieux. Fait que le notaire peut la déposer. Puis si les parties, s'il y en a une des deux qui est en mesure d'invoquer un dol ou quoi que ce soit, qui devient contentieux, là, on va se retirer, puis ça sera un avocat, mais c'est pas... non. Il existe des protections. Là. Oui. Oui. Il y a des mécanismes. C'est sûr que c'est pas le fun de dire qu'il faut que tu prennes une requête pour aller chercher un jugement, mais ça se fait. Mais c'est en pratique, je l'ai vu. De mon côté, là, je l'ai vu 2 fois. La requête en passation de titre, je l'ai vu 2 fois. Puis il y en a. Puis la troisième qui aurait pu avoir eu lieu, c'est le vendeur qui ne voulait pas signer parce que il a mis sa maison à vendre avec un agent. Puis je pense que ça a pris 2 semaines, une visite, un offre d'achat. Fait que lui, il estimait qu'il payait trop cher la commission. Ouais, il n'était pas d'accord avec la commission de l'agent. Fait que je dis, mais c'est pas du ressort de l'acheteur, là. L'acheteur, il n'y a rien à voir là-dedans. Puis j'ai avisé mon vendeur, mais c'est correct. Si vous ne voulez pas signer, je ne peux pas vous obliger. Mais voici à quoi vous vous soumettez, puis à quoi vous allez faire face éventuellement, puis vous allez perdre pareil. Parce que l'acheteur, il était pour rien là-dedans. Là. Fait que mon vendeur, il a signé. Fait qu'on n'a pas eu besoin. Souvent, quand les gens sont bien conseillés sur les conséquences de leur refus et tout, bien, ils vont peser le pour et le contre, puis ils vont finir par signer. T'sais, ils vont reconnaître. Après ça, c'est comme on dit, il faut avaler notre pilule, puis après ça, bien, on passe au suivant. OK. Ensuite de ça, on a parlé à plusieurs reprises du certificat de localisation. Il y a quelque chose qui, je ne sais pas si c'est récent, mais maintenant, on entend souvent qu'un certificat de localisation doit dater de moins de 10 ans pour pouvoir faire une transaction immobilière. Je crois que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Non. Si tu veux nous expliquer pourquoi, puis à quoi ça sert maintenant d'avoir un certificat vraiment... Le délai de 10 ans, il est exigé par le SCHL. Donc, quand les gens achètent avec moins de 5 % de mise de fonds. Moins de 20 moins de 20 entre 5 et 20 % de mise de fonds. La SCHL va embarquer dans le dossier à titre d'assureur de prêt et eux vont exiger des certificats de moins de 10 ans. Le pourquoi de ça, tantôt on a parlé un peu, là, la réglementation municipale, c'est quand même un volet qui est toujours en changement. Fait que ça nous permet de s'assurer que la propriété est conforme et qu'on n'aura pas d'avis de ne serait-ce que de démolition, parce que ça, c'est pas plaisant à recevoir. Non. Alors, c'est pas le notaire. Légalement, c'est pas le notaire qui l'exige, sauf que pratico-pratique, oui, parce qu'on doit se conformer aux règles là, des prêteurs hypothécaires et tout ça. Puis encore là, si on dit un certificat de moins de 10 ans, notre certificat a 12 ans. Si c'est vraiment une exigence du prêteur, puis que le vendeur déclare qu'il y a eu 0 changement, on peut y aller avec l'assurance titre. Parce qu'on s'entend, on a un 2 ans de délai, là, d'expiration. Ça pourrait être 6 mois même. Oui. Fait qu'on peut y aller avec une assurance titre, en autant qu'on ait déjà toutes les informations. C'est sûr que si on a un certificat de 79, ben on en fait faire un nouveau. Là. Oui, c'est ça. Mais si on a un petit délai, ben, on peut y aller avec l'assurance titre. J'ai déjà eu un cas où l'acheteur était pour déplacer la maison ou la lever puis refaire une fondation. Fait que la maison aurait certainement bougé un peu. Ben, c'est ça. Donc, le prêteur avait autorisé de garder l'ancien. De garder l'ancien puis d'en faire un nouveau là, quand ça les travaux seraient complétés. On s'entend. Là, ça, c'est le règle qu'ils vont nous donner d'emblée. Mais dans un cas particulier, comme tu as vécu, on en parle avec le prêteur puis on se fait donner une autorisation puis on peut fonctionner, là. Ne serait-ce qu'il veut faire un agrandissement. Tu vas faire un certificat, puis le mois d'après, il n'est plus bon. Oui, c'est ça. Mais ça donne. Mais ça donne pas grand-chose. Il y a toujours moyen de s'organiser et protéger tout le monde dans tout ça. On avait une dernière question, ou peut-être que Mathieu en aura d'autres, mais si nous achetons une maison, est-ce vraiment nécessaire d'avoir un testament? Je connais la réponse, là, mais je te laisse... La question qui tue. Oui, c'est important, peu importe la situation. Dans le sens où vous achetez conjoint avec
votre partenaire de vie. Ouais. Marié, pas marié, ça va en prendre un testament. Parce que souvent, les gens sont sur l'impression « Ah, ben on est mariés » ou « Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on est considéré comme conjoint au niveau du gouvernement. » Bien oui, le gouvernement a ses règles, mais au niveau de la propriété, non. Alors, si jamais un des deux décède, il peut avoir des conséquences financières importantes, ne serait-ce que des enfants mineurs ou si on est conjoint de fait, bien là, on va devenir copropriétaire avec la belle famille. Fait que, ça peut être bien gentil, là, on les adore tous, là, mais quand on parle d'argent, c'est un petit peu difficile. Donc, par testament, ça va vous permettre que vos volontés soient respectées, que l'immeuble soit transféré correctement. Puis, si on a des enfants mineurs, bien, on évite plein d'autorisations judiciaires. Ouais. Fait que le testament, souvent, les gens vont dire « Ah, j'ai pas les moyens ». Mais ça coûte moins cher faire un testament devant notaire que décéder sans testament. Ou ne serait-ce qu'un testament fait à la maison, bien, il faut faire une requête en vérification. Fait que quand on parle de requête, il faut aller devant le tribunal. Ouais. Fait que, en partant, là, juste les frais de dépôt, d'ouverture à la cour, là, c'est environ 250 $. Puis un testament notarié, dépendamment des notaires, mais on parle entre un 400 et 600 $ dans un testament standard. On ne parle pas de testament fiduciaire. Non. Mais tu sais, ça vaut l'investissement et ça protège tout le monde. Très important. Ouais. Yes. Ben merci beaucoup, Maryse. On aura certainement l'occasion de refaire d'autres épisodes avec toi sur d'autres sujets au niveau du notariat. Ben ça va me faire plaisir. Oui, donc comme on le disait, évidemment, s'il y a des questions que vous vous posez par rapport à l'épisode, des choses que Maryse a mentionnées, ça va nous faire plaisir de la recevoir à nouveau pour qu'elle puisse répondre à toutes ces questions-là. On vous invite encore une fois à vous abonner au podcast pour être notifié automatiquement dès la sortie de nos prochains épisodes. Puis, juste une petite parenthèse. Oui. Si vos auditeurs ont des questions, ils peuvent vous les transmettre, puis à la limite, là, vous m'appelez, puis on s'échange par courriel, puis ça va me faire plaisir, là, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas couvrir toutes les situations particulières, mais vous pourrez me transmettre, puis je pourrai vous répondre rapido, puis ça va vous permettre de faire le suivi avec vos auditeurs. Oui, ça va nous faire plaisir. Oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye.